Marc, chauffeur de dépanneuse, perd son travail du jour au lendemain à cause de la crise économique. Et comme si ça suffisait pas, il découvre que sa femme, Julie, le trompe. Marc l'envoie s'enfermer dans la maison avant de passer sa colère sur la voiture de sa femme, qu'il démolit complètement. En discutant ensuite calmement, on apprend qu'ils ont vécu une fausse couche quelques mois plus tôt. Pendant que Marc se réfugiait dans le travail, Julie, elle, s'est retrouvée seule à gérer cette perte terrible. Ce manque de soutien émotionnel l'a poussée à le tromper. Pas franchement une excuse valable, Julie, mais bon, on avance. Après une vraie discussion à cœur ouvert, ils décident tous les deux de repartir sur de nouvelles bases, parce qu'ils s'aiment encore, malgré tout. 8 mois passent. Marc travaille maintenant avec son vieil ami Gilles, comme livreur de marchandises illégales, un vrai passeur de drogue en somme. Le couple a complètement changé de vie. Ils habitent désormais dans une immense maison, roulent en voiture de luxe, et Julie est de nouveau enceinte. Un jour fatidique, au boulot, Gilles présente à Marc leur nouveau client, un certain Victor. On demande à Marc d'accompagner les hommes de Victor, Roman et Pedro, pour une mission. Même s'il fait pas confiance à Roman, qui semble complètement défoncé pendant le travail, Marc accepte quand même, surtout que Gilles lui promet 3 mois de vacances dès la naissance du bébé. Les 3 hommes se rendent sur place pour récupérer des colis planqués au fond d'un lac. Sur le chemin du retour, Marc sent que quelque chose cloche sérieusement. Il jette carrément son propre colis à l'eau, et conseille aux 2 autres de faire pareil. Sauf que ces idiots l'écoutent pas du tout, se disputent violemment avec lui avant de repartir avec leur part de la livraison. Peu de temps après, il tombe sur la police, et une fusillade éclate. Marc a l'occasion de fuir tranquillement, mais quand il entend les policiers crier à l'aide, il décide de leur prêter main forte, en se faisant passer pour un simple civil. Il participe activement à la fusillade, aide même la police à capturer Roman, pendant que Pedro se fait abattre dans la confusion générale. Marc se fait lui aussi arrêter, et l'enquête révèle rapidement son implication dans toute cette affaire criminelle. Résultat, 7 ans de prison ferme. Un jour, en prison, on convoque Marc pour rencontrer un homme prétendant être l'obstétricien de sa femme, qui souhaite discuter de complications liées à sa grossesse. Inquiet, Marc va rencontrer cet homme qui s'avère en fait être un homme de main de Victor. Celui-ci révèle qu'ils ont kidnappé Julie, et lui montre la preuve. Ils ont même fait venir un avorteur coréen, prêt à faire le sale boulot si Marc obéit pas aux ordres de Victor. Petit détail glaçant à retenir, Victor a perdu des millions à cause de la trahison de Marc, et pour rembourser cette dette, Marc doit désormais aller tuer un certain Christophe Bridge, enfermé dans le bloc cellulaire numéro 99. Marc fait remarquer qu'il est loin de la prison de Redleaf, celle où se trouve exactement ce bloc, mais l'homme lui répond simplement de faire preuve d'imagination, avant de repartir. Marc passe alors à l'action. Il déclenche une bagarre volontaire avec un gardien, dans l'espoir d'être transféré à Redleaf, un établissement de très haute sécurité, comme punition. Plusieurs gardiens débarquent pour le maîtriser, mais Marc réalise qu'il va écoper que d'une punition mineure. Alors il s'attaque encore à d'autres gardiens, jusqu'à finalement obtenir son transfert vers Redleaf. Une fois là-bas, il se retrouve enfermé dans une cellule qui empeste littéralement les excréments accumulés par les anciens détenus. Lors d'une courte pause pour respirer un peu d'air frais, il croise un autre prisonnier, apprend que le bloc 99 accueille les pires criminels de tout l'établissement. En observant un groupe de détenus particulièrement violents, Marc perd pas de temps et provoque volontairement une bagarre avec eux, dans l'espoir d'être transféré directement dans ce fameux bloc 99. La bagarre est interrompue par les gardiens, mais Marc leur montre pas non plus la moindre pitié. Le directeur de la prison finit par lui coller un revolver directement sur la tempe pour le forcer à s'arrêter. Le souhait de Marc se réalise finalement. On l'emmène vers l'emplacement secret du bloc cellulaire 99. Les gardiens, avec une capuche sur la tête de Marc, profitent pleinement de l'occasion pour se venger de lui, et le balancent violemment dans les escaliers. Marc se retrouve maintenant enchaîné, une ceinture électrique attachée autour de sa taille. Le directeur explique que Marc a mérité 25 décharges électriques, activables à tout moment, au bon plaisir des gardiens, en guise de punition. Une fois enfermé dans sa cellule, il commence à crier le nom de Christophe Bridge, espérant trouver cet homme dans une cellule voisine. Son codétenu lui révèle alors qu'il n'existe absolument aucun Christophe Bridge dans tout le bloc 99, une nouvelle qui laisse Marc complètement perplexe. Les gardiens finissent par appeler Marc, et l'un d'eux prend un malin plaisir à lui envoyer une décharge électrique, en lui précisant bien qu'il doit désormais suivre les ordres sans broncher, sans même cligner des yeux, sauf indication contraire. Marc, provocateur, cligne alors volontairement de l'œil vers le gardien, et reçoit aussitôt une nouvelle décharge, qui le remet vite fait dans le droit chemin. Il l'escorte ensuite jusqu'à une cellule particulière, où Victor et Roman l'attendent déjà, accompagnés de 2 autres hommes de main particulièrement violents. Et là, révélation, Christophe Bridge n'a jamais existé. Tout ça faisait partie du plan de Victor depuis le début, pour se venger de la trahison de Marc. Non seulement Victor a perdu énormément d'argent dans cette affaire, mais en plus il s'est retrouvé lui-même arrêté par la police.
Et pour couronner le tout, sa propre sœur s'est retrouvée veuve après la mort de Pedro pendant la fusillade, un mobile de vengeance particulièrement personnel. Grâce à sa fortune, Victor a réussi à corrompre plusieurs gardiens pour pouvoir torturer Mark en toute tranquillité. Le gardien laisse alors à Victor la télécommande de la ceinture électrique, en lui rappelant bien de pas tuer Mark aujourd'hui. Victor montre alors à Mark l'état réel de sa femme, toujours tenue en otage, avec l'avorteur toujours prêt à agir sur un simple ordre pour tuer le bébé. La peur de perdre sa femme et son enfant à naître pousse Mark à encaisser tous les coups sans broncher, jusqu'à sombrer dans l'inconscience. Une fois réveillé, il use d'une ruse discrète. Il retire la semelle de sa chaussure, la glisse habilement entre son corps et la ceinture électrique, transformant le caoutchouc en amortisseur naturel. Peu après, les mêmes gardiens viennent le rechercher, sauf que cette fois, Mark les attaque directement. Il finit accidentellement par tuer le gardien le plus violent, et enferme l'autre dans une cellule. Il récupère les clés, se libère complètement de ses chaînes. Il continue son chemin vers la cellule de Victor, et se retrouve rapidement face à un des hommes de main. Il le tue de façon particulièrement brutale, en lui arrachant littéralement la peau du visage contre le sol de la cellule. Cette scène horrifie profondément les autres hommes de main présents, mais ils se préparent malgré tout à se battre. Mark exige alors que Victor libère immédiatement sa femme et comme ses demandes sont pas satisfaites, il continue de punir brutalement les deux hommes restants. Victor, terrifié par cette scène de violence pure, réalise le sort qui l'attend et appelle son homme de main, lui ordonnant de commencer la procédure sur Julie, pour tuer à la fois la mère et l'enfant. Une fois qu'il finit de briser la mâchoire de Roman d'un coup de pied, Mark continue son avancée vers Victor, qui le menace de plus le toucher s'il veut revoir sa famille en vie un jour. Malgré cette demande claire de Mark pour que Victor appelle immédiatement son homme, Victor refuse d'écouter. Alors il se fait tabasser lui aussi, sans pitié. Mark récupère alors le téléphone de Victor, l'appelle lui-même son homme de main, tout entraînant Victor pour le forcer à assister au sort réservé aux autres prisonniers. Complètement terrifié pour sa propre vie désormais, Victor accepte de se plier aux exigences de Mark. Mark demande alors qu'on ramène Julie chez son ami Gilles, et que celui-ci l'appelle personnellement pour confirmer qu'elle est bien saine et sauve. Il emmène ensuite Victor dans une des cellules avec l'autre gardien encore vivant, pile au moment où le directeur de la prison arrive devant le bloc 99, accompagné de son équipe complète. Mark négocie alors directement avec le directeur, lui précise qu'il attend un appel important. Il jure devant tout le monde qu'il se rendra sans résistance dès qu'il recevra cet appel, mais que si le directeur tente d'intervenir avant, il tuera les deux otages sur le champ. Le directeur accepte ces conditions, et attend patiemment de l'autre côté. Pendant ce temps, Julie est déposée chez Gilles par l'homme de main de Victor et l'avorteur coréen. Avant qu'il puisse repartir, Gilles ouvre le feu, tue immédiatement l'homme de main de Victor. Julie, elle, récupère le fusil et abat froidement, avec une violence inattendue, l'avorteur qui menaçait sa famille. Gilles appelle finalement Mark pour lui confirmer que Julie est arrivée saine et sauve chez lui. Il tend ensuite le téléphone à Julie, qui pousse un immense soupir de soulagement en entendant enfin la voix de son mari. Elle lui confirme que tout va bien maintenant. Remarque à quel point toute cette histoire a été complètement folle. Mark, soulagé qu'elles aillent bien toutes les deux, écoute Julie lui demander s'il veut parler à sa fille. Mark, profondément ému par cette question, l'écoute pendant qu'elle approche le téléphone contre son ventre rond. Mark dit un émouvant au revoir à sa fille, espérant sincèrement qu'elle grandira en bonne santé, intelligente et épanouie. Julie lui confie joyeusement qu'elle vient de sentir le bébé bouger à l'intérieur d'elle, puis lui demande quand elle pourra venir le voir en visite. Mark répond qu'il sait absolument pas quand il pourra la recevoir, et lui ment en disant que tout ira bien pour lui. Ils se disent au revoir, Julie lui demandant de l'appeler dès qu'il en aura l'occasion. Mark retourne alors dans la cellule et se met à écraser méthodiquement la tête de Victor sous son pied, pendant que l'autre gardien s'échappe précipitamment de la cellule. Le directeur demande à Mark ce qu'il est en train de faire et Mark lui répond, avec un calme glaçant, qu'il essaie tout simplement de séparer la tête de Victor de son propre corps. Au moment précis où le directeur pénètre dans la cellule avec ses gardiens, Mark parvient à ses fins, tue Victor sur le coup. Le directeur fixe Mark pendant un long moment, silencieux, et le film se termine sur Mark, abattu à bout portant, sans aucun avertissement préalable. Ce qui rend Brawl in Cell Block 99 aussi marquant, c'est cette manière dont le film pousse jusqu'au bout absolu la question du prix qu'un homme est prêt à payer pour protéger sa famille. Mark commence l'histoire comme un homme brisé par un système économique qu'il a laissé tomber du jour au lendemain, et finit dans une spirale de violence tellement extrême qu'elle en devient presque mécanique, presque méthodique. Ce qui frappe le plus dans ce film, c'est justement cette absence totale d'émotion visible chez Mark pendant les scènes de violence les plus brutales, contrastant violemment avec sa vulnérabilité totale au téléphone avec sa fille à naître. Le vrai twist final, avec le directeur qui abat Mark juste après qu'il ait accompli sa vengeance, dit quelque chose de particulièrement sombre. Dans ce monde-là, il n'existe absolument aucune rédemption possible pour la violence, peu importe à quel point les motivations paraissaient justifiées au départ. Mark sauve sa famille, oui,
Mais il finit par payer ce sauvetage du prix ultime, laissant sa fille grandir sans jamais connaître son père.